La parole est à Madame la vice-présidente Rabault pour le groupe socialiste pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, cette 23e motion de censure, la dernière de l'année, me donne l'occasion de vous dire quelques mots de ce qui s'est passé mardi soir, ici, dans cet hémicycle. Le vote de votre loi immigration constitue un tournant honteux dans notre histoire démocratique. Cette histoire, c'est celle de la Révolution française, fondée sur l'universalité des droits et des devoirs et sur l'émancipation de l'humain. Or, votre texte initie un virage dangereux, car il tourne le dos à ces grands principes. Vous demandez ainsi à des étrangers en situation régulière, qui travaillent et qui par conséquent cotisent, d'attendre désormais 2,5 années pour être éligibles aux allocations familiales et plusieurs mois pour les allocations logement. Vous demandez aux étudiants étrangers de déposer une caution bancaire pendant la durée de leurs études, faisant de la France le seul pays de l'Europe à exiger une telle caution. Avec cette exigence inique, vous abîmez le rayonnement séculaire de notre pays par le savoir, par la culture, par la pensée. Alors oui, depuis mardi, vous tentez d'expliquer que tout cela n'est pas si grave et que vous allez arranger les choses en incitant le Conseil constitutionnel à censurer les articles les plus choquants ou encore en écrivant des décrets bidons pour contourner les mesures les plus honteuses de votre loi. Dans votre tentative d'échapper au Rassemblement national, vous essayez même de faire croire que votre loi a été votée sans les voix du Rassemblement national. Madame la Première ministre, vous êtes suffisamment experte en mathématiques pour savoir que sans les voix du Rassemblement national, votre loi n'aurait pas été votée, tout simplement parce que sans les voix du RN, votre texte aurait obtenu 261 voix pour et 274 voix contre. Depuis mardi dernier, vous avez pactisé, Madame la Première ministre, vous avez pactisé avec le Rassemblement national autour de sa préférence nationale et cela devient à jamais le marqueur de votre gouvernement. Gouverner un pays, c'est choisir entre deux voies, soit se rabougrir autour d'un petit dénominateur commun sous l'influence de la peur, soit démultiplier le potentiel du pays. Cette seconde option a été très longtemps celle de la France, celle qui rayonne par ses idées, celle qui est chérie par les amoureux de la démocratie dans le monde entier, celle qui a constitué un point de repère pour ceux trop nombreux dont les droits humains et les libertés fondamentales sont bafoués. Choisir entre ces deux voies s'applique aussi en économie. Cette motion de censure, en réponse à votre 49.3 sur la lecture définitive du projet de loi de finances pour 2024, me donne l'occasion d'aborder 5 points de politique économique quasiment absents de votre projet de loi. D'abord sur la croissance de notre valeur ajoutée, c'est-à-dire la croissance économique. Depuis 2017, mes chers collègues, la France figure parmi les pays européens qui affichent la plus faible croissance économique. Et pour l'année 2022, si les chiffres sont là, mais les chiffres sont là, monsieur le garde des Sceaux, je sais que vous n'aimez pas les chiffres, il suffit de prendre les données statistiques d'Eurostat. Pour l'année 2022, elle figure même dans le dernier tiers des pays européens pour la croissance économique. Cette situation qui nous affaiblit fragilise désormais tout le continent européen parce qu'avec l'Allemagne, la France représente 40% du PIB européen. Par conséquent, ces deux pays, France et Allemagne, ont un rôle clé à jouer pour tout le continent européen. Et lorsqu'on regarde les données pour l'année prochaine, nous voyons qu'à nouveau, nous sommes le 6e pays avec la plus faible croissance de l'Union européenne. Tout ceci est à mettre en regard de ce qui se passe aux États-Unis, où la croissance économique va atteindre 5%, c'est-à-dire 5% pour les États-Unis. Il y a donc une nécessité pour nos deux économies d'avancer. Or, les deux volets qui permettent de créer de la valeur ajoutée dans une économie, c'est l'investissement et le savoir. Sur l'investissement, il doit y avoir de la lisibilité. Dans votre PLF 2024, vous n'en affichez aucune, c'est éparpillé de partout et il n'y a pas de consolidation qui est entreprise. Même la Commission européenne demande aux États membres de faire mieux. Sur le savoir, votre gouvernement n'a cessé de reporter l'objectif d'un effort de recherche publique à 1% du PIB. Désormais, vous l'affichez pour 2030, c'est-à-dire dans 7 ans.
A minima, il faudrait viser cet objectif pour la fin du quinquennat, c'est-à-dire 2027. Y parvenir nécessite d'avoir une trajectoire budgétaire et lorsqu'on refait les calculs, on voit qu'il faudrait ajouter 800 millions d'euros de plus dès l'année 2024 pour la recherche publique. Toujours sur le savoir, il y a 2 semaines, l'OCDE a publié les résultats de son enquête PISA, qui sont dévastateurs pour la France, notamment en mathématiques. Au-delà de ces résultats, l'OCDE écrit, et je la cite, « Contrairement à 2018, les chefs d'établissement déclarent en France un manque important d'enseignants et de personnel non enseignant dans leurs établissements en 2022. » Fermez les guillemets. Or, depuis 2017, vous avez supprimé 8000 postes dans le second degré. Au lieu de changer de braquet et d'engager une politique ambitieuse, votre budget 2024 poursuit dans cette voie avec 1709 suppressions de postes supplémentaires dans le premier degré et 484 dans le second degré. Deuxième point sur la transition écologique, et c'est-à-dire au-delà de la structuration de notre économie. On considère aujourd'hui que 45% de notre PIB, de la valeur ajoutée de notre économie, découle de l'économie de la vie, ce qui signifie à contrario que 55% de notre PIB provient de productions trop carbonées qui abîment notre planète. Bien entendu, nous n'allons pas changer la donne du jour au lendemain, mais établir une programmation sérieuse et suivie à votre niveau permettrait d'accélérer un virage plus que nécessaire. Troisième sujet, la réduction des inégalités, qui est un fondement indispensable pour la cohésion de notre société. Pour aborder cette question, Madame la Première ministre, permettez-moi de m'appuyer sur les données européennes. À nouveau, j'invite d'ailleurs à votre gouvernement à les lire, avec l'indice Gini qui mesure le degré d'inégalité dans un pays donné. Plus il est élevé, plus le pays est inégalitaire. Cet indice, mes chers collègues, est en constante augmentation depuis 2017. En constante augmentation depuis 2017. À l'inverse, il s'est réduit en Allemagne. En Allemagne, devenant même inférieur à celui de la France, ce qui signifie qu'au cours des 5 dernières années, l'Allemagne est devenue moins inégalitaire que notre pays. Surtout, la France est devenue plus inégalitaire que la moyenne des pays de l'Union européenne. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Alors, toutes vos lois de finances ont accru ces inégalités. Et le projet de loi de finances pour 2024 ne fait pas exception, puisque vous continuez, par exemple, à refuser le crédit d'impôt pour les moins riches des résidents en EHPAD porté par ma collègue Christine Pires-Beaune, alors que vous créez une méga niche fiscale pour la FIFA et tous les salariés des fédérations sportives internationales. Quatrième point, le logement, qui est le gros échec de votre politique. Depuis 2017, les locataires ont perdu l'équivalent d'1 mois d'allocation logement par an. Et la réforme de leur mode de calcul a fait 2 millions de perdants entre 2020 et 2022. En ayant réalisé 6 milliards d'économies sur les bailleurs sociaux depuis 2018, la production de logements sociaux chute de manière continue et la France compte 400 000 demandeurs de plus qu'au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Votre politique fiscale défavorable au secteur a par ailleurs cassé la dynamique de construction de logements. Il y a une chute de 28% des permis de construire délivrés au cours des 12 derniers mois. On passe à 371 000 contre 471 000. Le nombre de mises en chantier a elle aussi chuté. La filière redoute 30 000 destructions d'emplois. Enfin, toujours au 3e trimestre 2023, les réservations nettes chutent de 46% et les ventes aux investisseurs particuliers reculent de 58%. C'est du jamais vu dans notre pays. Ce projet de loi de finances 2024 aurait dû signer un rebond pour le logement. Il n'en a rien été en redonnant des marges de manœuvre. Le 5e point, et qui concerne la valeur travail, qui est aujourd'hui sévèrement grignotée par l'inflation. En cela, elle fragilise le pacte social qui unit le pays, car comment croire au travail si un salaire ne permet pas de boucler les fins de mois? À de nombreuses reprises, nous vous avons alerté, fait des propositions. Vous ne nous écoutez pas, mais peut-être allez-vous écouter l'INSEE. Je vais vous lire ce que l'INSEE a écrit le 23 novembre dernier. C'était il n'y a pas si longtemps. Je la cite. En 2022, la hausse du niveau de vie ne compense qu'en partie l'augmentation des dépenses liées à l'inflation, sauf pour les 10% les plus aisés. Le constat est sans appel. Répondre à ces enjeux et à ceux de la santé, c'est ce que les députés du groupe socialiste et apparentés ont fait le 31 octobre dernier en présentant un contre-budget.
Ce contre-budget était financé. Il remettait la justice sociale là où vous l'avez supprimée. Il portait une ambition économique, sociale et écologique. Nous continuerons à le porter, à le défendre. Dans l'immédiat, je vous invite, mes chers collègues, à voter la motion de censure proposée face à votre politique économique. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la vice-présidente.